Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, Manon Francoeur est des nôtres. Elle nous fait un témoignage. Elle est un parent qui vit avec une enfant ayant des problèmes de santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, la thérapie par réalité virtuelle. Notre collaborateur Jean-François Plouffe est aussi des nôtres et nous parle de la garde en établissement, la loi P38, le point de vue de la personne. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez Folie douce, déjà plus de 800 émissions traitant de santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité, Mme Manon Francoeur. Bonjour, Mme Francoeur. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler aujourd'hui d'un sujet important. C'est un peu ce que peut vivre un parent qui a un enfant qui a des problèmes de santé mentale. On a reçu il y a quelques temps, en fait, le directeur général d'Alpabem, une ressource importante là, au niveau du soutien des proches, entre autres, une ressource qui est à Laval. Vous avez fréquenté la ressource. Comment vous pouvez nous présenter un petit peu votre histoire? Vous êtes agent immobilier, là, oui. Courtier immobilier. Courtier immobilier. Le vrai terme. Donc, comment on peut présenter votre histoire? Moi, pour commencer, je suis une personne qui a un enfant qui a un trouble de personnalité limite. Ma fille a maintenant 26 ans. J'ai eu un autre enfant aussi qu'elle n'a jamais eu de problème, qui était ma première. Puis Alexandra, elle a eu tout le paquet. Elle a eu le package deal. Depuis le jeune âge? Ou depuis la naissance, exactement. Ah oui, OK. Ouais. Alexandra a commencé, avait des troubles à un moment donné de nutrition, de ci, de ça. Elle a été à l'hôpital assez régulièrement, troubles d'épilepsie. Après ça, quand elle a commencé très hyperactif et très désordonné et tout, jeune, imaginez, elle était toujours été petite. Aujourd'hui, elle mesure 4 pieds 6, juste pour vous dire. 4 pieds 9, bon, okay. Désolée. Elle a toujours été de petite taille. Oui, puis des problèmes de santé. Là. Les 3 premières années, toujours à Sainte-Justine, régulièrement avec elle. OK. Mais elle était très brillante, très intelligente. Quand elle est arrivée à l'école, à la maternelle, moi, je me dis, elle était très active, puis c'était difficile à un moment donné elle avait trop d'énergie. J'ai dit, mais quand elle commence l'école, elle va pouvoir à un moment donné se stabiliser. Se focusser. Exact. C'est ça, ouais. Comme moi, quand j'étais jeune, j'étais très tannante, puis à l'école, j'ai été motivée, puis mon cerveau était nourri, puis j'étais correcte. OK. Mais non, elle avait des problèmes, elle était pas... elle avait de la difficulté. Autant qu'elle tournait en rond autour de la table, puis c'était vraiment Hiroshima à la maison. Ouais. Autant qu'elle s'endormait à l'école, puis elle ne fonctionnait pas. Fait qu'ils ont voulu y faire redoubler sa maternelle. Quelque chose que je n'ai pas accepté. C'est quelque chose, non, mais déjà la maternelle, c'est sûr. Fait que là, j'ai décidé à un moment donné de refuser, puis de dire, si elle a redoublé une année, ça sera la première année, pas une maternelle. Ça va suivre toute sa vie, là. C'est ça. Puis c'est là que les problèmes ont commencé et tout. Alexandra, à l'âge de 6-7 ans, à un moment donné, elle était dans la cuisine, puis avec un couteau à beurre peut-être, là, mais elle faisait comme pas une tentative, mais elle faisait le geste de vouloir en finir, puis elle pleurait toujours, puis elle était toujours triste. Fait qu'à l'école, à un moment donné, il y avait une longue liste d'attente pour savoir où se diriger, puis quoi faire, parce qu'elle avait des problématiques. Puis il a fallu que j'aille au privé parce que c'était trop long. Ouais. La première fois que j'ai rencontré un spécialiste, ils m'ont dit qu'Alexandra avait plusieurs troubles. Bon, elle avait toutes les dyslexiques, orthodyslexiques, troubles de compréhension, puis ils m'ont sorti d'autres choses. Puis il faisait beaucoup d'anxiété. On parle d'un enfant d'à peu près 7-8 ans. Ouais. À ce moment-là, c'était dur. Il disait que ma fille, on lui donnait une phrase, puis elle comprenait peut-être un ou 2 mots dans la phrase. Fait que ça a été un choc. Puis surtout que c'est votre deuxième, en fait. Oui. Votre première fille, c'est ça qui est ça doit être déboussolant pour vous comme parent, de dire... ça va bien avec la première, donc vous attendez à ce que ça soit toujours comme ça, d'avoir un enfant, dans le fond. Fait que c'est comment vous avez réagi à ce moment-là? Vous deviez être un peu désemparé quand même. Très désemparé. Fait que j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet. Puis là, on m'a dit qu'elle avait un trouble, un TDAH, là, aussi, là, qui était, là, avec toutes ses hic, elle avait aussi, là, TDAH avec anxiété, hyperactivité. Ils ont voulu la médicamenter. Il y a beaucoup de gens à l'époque, parce qu'on parle de là 20 ans à peu près, qui étaient contre, puis ils me disaient de ne pas le faire, mais s'ils voyaient qu'est-ce que je vivais avec mon enfant, puis le changement que ça peut apporter, fait que déjà là, ça lui a donné un aide. Mais je ne veux pas trop focaliser sur la jeunesse d'Alex, parce que c'est des épisodes. Ouais. Mais le TDAH a continué. Elle était dans des écoles spécialisées, avec sa dyslexie, orthodyslexie, troubles de compréhension, puis elle a toujours fonctionné dans la vie. Mais les troubles de caractère, les troubles
avec elle, ils n'ont pas été faciles. Moi, j'ai été 20 ans dans une compagnie de construction. J'avais affaire à des géants, des gars de construction, Ouais. comme qu'on dit. Puis j'ai tout évolué au début jusqu'à la fin. Puis on m'écoutait, puis on me respectait. Puis personne, à un moment donné, me faisait faire ou quoi que ce soit. Vous aviez comme du pouvoir au niveau de votre vie professionnelle. Là. J'ai toujours été une femme de carrière, puis j'ai toujours été intransigeante avec l'incompétence, avec tout ça. Puis là, Ouais. je me retrouvais avec Alexandra. Ça a été le plus gros défi de ma vie. Parce que d'arriver à un moment donné à ne pas réussir à la comprendre, à ne pas réussir à savoir qu'est-ce qu'il y avait. Croyez une femme qui a géré toute la journée des gars de chantier, puis que tous les problèmes se réglaient et tout, puis d'arriver à la maison, puis pas capable de me faire écouter par un enfant. Puis quand on dit pas écouter, c'était pas compliqué. Là, juste le fait de pas vouloir lui donner un biscuit, puis que là, c'était la crise à tout casser et tout. Là. Je me suis retrouvée assise dans ma cuisine, à terre, à pleurer, à sanglots, parce que je savais plus quoi faire. Puis pourtant, ma vie, je l'ai toujours gérée. Le lendemain, je recontinuais. Donc, ça montre qu'une personne qui est forte dans la société, dans sa vie, peut être touchée, puis peut être complètement désemparée là, dans une situation comme ça, c'est ça? Là, ça continue en cascade, parce que oui, il y a eu des intervenants, des psychologues. J'ai lu sur le TDAH, j'ai lu sur tout ce qu'il y avait. J'ai tout amené les outils, les spécialistes pour elle, pour l'aider. Bien, d'aller chercher, parce que c'est pas facile. Puis, mais ça a continué en cascade. Alex est devenue, à un moment donné, adolescente, les crises, en tout cas, j'en passe, là, c'est assez spécial. Puis, à un moment donné, c'est devenu plus vivable. Alexandra a toujours été suivie par, excusez, je parle le nom, quand ils sont jeunes, là, le médecin qui ont... Un pédiatre. Un pédiatre, exact. C'est ça. Puis, quand on est arrivé à l'âge adulte, à 18 ans, 19 ans, elle n'avait plus de médecin. À ce moment-là, il a fallu qu'on trouve un médecin. On n'en trouvait pas. Oui, parce que les jeunes qui deviennent jeunes adultes, après ça, le pédiatre a plus rapport. Là, ouais. Fait que là, dans le dédale des centres hospitaliers et de tout, il fallait que je trouve un médecin pour elle, parce qu'elle avait des médicaments d'anxiété, des médicaments pour le TDAH et tout, pour qu'il puisse y prescrire. Mais c'était pas facile. Puis finalement, on a trouvé un docteur qui ne pouvait pas, mais que quand on a connu notre histoire, puis j'avais Alexandra, puis on a besoin d'aide. On a besoin, quelqu'un qui prescrive ses médicaments, puis qui nous dirige vers un psychologue, quelque chose, parce que ça allait pas bien qui du tout. Qui vous suive globalement aussi, exactement. C'est ça, hein? Puis elle nous a pris sur son aile. Vous auriez vu le soulagement de ma fille, qui a dit, bon, OK, au moins quelqu'un va s'occuper de moi. Tu sais. Mais comment elle le vivait, elle, justement? Parce qu'on a votre version aussi, mais elle, est-ce que j'imagine, elle souffrait beaucoup, puis elle était consciente qu'elle avait plusieurs problématiques, c'était plus fort qu'elle, là? Elle ne comprenait pas, puis on essayait de comprendre ensemble. Puis Alexandra, une chose qui a toujours été bon, c'est qu'elle a toujours voulu, a toujours foncé, très, très fonceuse, puis de vouloir comprendre. Mais elle avait des difficultés. Fait que là, ça continue à aller. À un moment donné, j'entends bading en bas dans la chambre et tout. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? J'arrive, elle est dans le garde-robe, son linge tout à terre. Quand je l'appelle Hiroshima, c'est pas pour rien. Ça là. brasse, exactement. Et ouais. tout. Fait que là, je m'assis sur le bord du lit. Je dis, bon, ben là, je pense que je vais appeler l'ambulance. C'est ça? Tu me prends pour une folle? Puis là, ça part, les baguettes en l'air. Je la regarde, j'ai Alexandra, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'étais découragée. Ouais, là, je parle avec un sens un peu d'humour ou quoi que ce soit, parce qu'on a toujours mis un peu d'humour malgré tout. Et à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Puis, maman, aide-moi. J'ai tellement mal à l'intérieur de moi. Il y a une rage, j'ai une boule de rage là, qui fait que je sais pas. Aide-moi, trouve-moi de l'aide. C'est pas facile quand ton enfant est comme ça. Je gère toutes les sphères de ma vie, mais cette sphère-là, je sais plus quoi faire. Puis un jour, vous avez la bonne idée, ou en tout cas, vous avez la chance d'être en contact avec Alpaben. Exactement. C'est une ressource qui aide justement les proches. C'est un de ses psychologues, parce que j'avais été avec un psychologue qui m'a aidé, puis qui m'a parlé d'Alpaben. Puis j'ai appelé Alpaben, mais avant ça, avec Alexandra, son psychologue soupçonnait à un moment donné qu'elle soit TPL. Fait qu'on avait besoin d'un psychiatre aussi. Personnalité limite, le trouble de personnalité limite, le fameux TPL qu'on entend souvent. Ouais. Exactement. Puis on avait besoin d'un psychiatre pour avoir le diagnostic. Ouais. Puis finalement, à un moment donné, on avait en attente 2 ans. Puis à un moment donné, on a éclaté, Alex a éclaté, elle n'était plus capable, elle souffrait trop, fait qu'elle a été d'urgence dans un hôpital, puis elle leur a dit qu'elle n'en pouvait plus avec la vie. Que là, si personne l'aidait, là, qu'elle en finirait. Fait que c'est pas facile. Facile. Puis là, on a eu son diagnostic de TPL. Ouais. Et là, j'ai eu le téléphone d'Alpaben. Parce que moi, je savais pas, là, c'est quoi TPL, là. Trouble de personnalité limite, c'est quoi? J'étais tout mêlée encore.
Puis là, j'ai accueilli. Ouais. Pensez la femme qui a toujours géré sa vie d'une main de fer et tout. Je me suis retrouvée, je les ai appelés, malgré que moi, je me disais, j'ai pas besoin d'aide. Je les ai appelés. Et là, je me suis assise dans le bureau, puis j'ai éclaté en sanglots. Puis là, j'ai tout raconté. Mais là, ils m'ont pris entre les mains, puis ils m'ont dit, regardez, on est là pour vous aider, Mme Francaire. On est là. Puis en vous aidant, ça va aider votre fille. Puis ils m'ont vraiment aidé. Puis ça a donné des bons résultats. C'est un des trucs, en fait, pour s'aider, c'est d'aller chercher de l'aide. Là, on dit souvent aller chercher de l'aide, on ne sait pas trop où s'adresser, mais il y a beaucoup d'organisations comme ça, tu sais, du soutien pour les parents et amis d'une personne qui a des problèmes de santé mentale. Il y en a, là. Oui, parce que l'Alpabem, j'ai eu une thérapeute qui s'est occupée de moi, qui m'a aidé à comprendre les problèmes d'Alexandra, à démystifier la maladie, puis à me donner des outils. J'ai eu des formations qui ont été suivies, que j'ai pris avec eux de qualité, que même, dans ma carrière professionnelle, j'en ai eu des formations, mais eux, tellement de qualité, des ateliers. Et même Alexandra, à un moment donné, au début, c'était la confrontation, là, parce qu'il fallait que je prenne... j'avais une codépendance avec elle, puis il fallait que je décroche et tout. Non, là, ma thérapeute, là, ça n'avait pas d'allure qu'est-ce qu'elle disait et tout, là, parce que je mettais des limites. Ça avait été des conseils qui vous ont été donnés, dans le fond, pour être capable de vivre ma vie. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu ça l'idée, parce qu'on est toujours, vous êtes toujours la mère d'une enfant, sauf qu'à un moment donné, vous avez le droit à votre vie, vous aussi. Comment elle va, Alexandra, aujourd'hui? Quel âge elle a, d'abord? À 26 ans. Elle va bien. Mais un bien qui est rationnel, pas relatif, désolé. C'est qu'il y a des journées, ça peut aller bien, des journées pas bien. Mais qu'est-ce que l'Alpabem m'a appris? C'est que comment arriver avec elle, comment être capable de dialoguer avec, d'avoir plus d'affrontement. Quand elle va pas bien, au lieu d'arriver avec mes grosses baguettes et vouloir tout régler, je fais juste masser, puis je l'écoute, puis je donne les bons mots. J'ai une bonne conversation avec elle pour la ramener, pour être correct avec elle. Comme vous dites, l'écoute est beaucoup parce que la personne, des fois, a juste besoin de sortir son trop-plein d'émotions. Fait que, quelque part, c'est difficile à faire. On est toujours porté à donner des conseils, mais quand on apprend à écouter, c'est comme vous dites, c'est une situation beaucoup plus relaxe. C'est intéressant. J'aimerais qu'on mentionne quand même les coordonnées parce que Alpabem c'est une association, si jamais, ça c'est dans la région de Laval d'ailleurs, ou la Rive-Nord, mais si les gens sont d'ailleurs, je pense que ce que vous me disiez, c'est Alpabem fait des références. Hein? Absolument. Moi, je vous dis, tous ceux qui m'écoutent, qui ont un proche qui a des problèmes en santé mentale, puis bien souvent, on a peur, on ne sait pas quoi faire, puis on est vraiment dépourvu. On a de l'aide pour nous. Un appel suffit. Puis moi, ça a changé ma vie et ça a changé la vie de ma fille Alexandra aussi. Elle va vraiment beaucoup mieux qu'avant puis elle est capable de gérer plus d'émotions. Comme moi, mais je suis capable de faire ma vie en parallèle. De gérer cette situation-là. Je vais donner la coordonnée web. C'est de la façon la plus simple. Là. Alpabem, alpabem.qc.ca. alpabem.qc.ca pour avoir des informations. Je sais qu'ils sont très dynamiques. Il y a comme vous dites, des formations. Des fois, il y a même des spécialistes qui sont invités à faire des présentations, des conférences, ces choses-là. C'est une association très proactive parce que même en temps de COVID ou quoi que ce soit, ils ont vraiment... se sont bien adaptés. Sur le Zoom et tout, avec en conférence là, en direct. Puis il y a des intervenants encore. Merci beaucoup, Manon Francaire, d'avoir été des nôtres. C'était très intéressant, le point de vue du parent. Puis ça nous a aidé à démystifier la santé mentale. Merci d'avoir été à Folie Douce. Bien, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Salut, aujourd'hui à ton bloc Espresso, tu vas nous parler de thérapie par réalité virtuelle. Exactement. Un mot à la mode, la réalité virtuelle, on entend ça sur beaucoup de choses. Oui, c'est la technologie qui continue d'avancer tout le temps. Qu'on exploite de plus en plus. Là, oui, la réalité virtuelle, en fait, c'est connu par, je dirais, la grande population. Surtout pour son côté de jeu, là, j'étais pas dire son côté ludique. Ouais. Parce que, oui, ça a fait son apparition. Je pense que c'était dans les années... Est-ce que c'était avant même les années 2000? C'est possible, c'est possible. Ça fait quand même longtemps. C'est juste que ça n'avait pas été, si on veut, commercialisé tant que ça, là, ou en tout cas mis en... Pour ceux qui ignorent, c'est celui qui pratique la réalité virtuelle, qui joue à des jeux, c'est-à-dire de réalité virtuelle. Puis il y a des endroits ici à Montréal
où on peut pratiquer ces jeux de réalité virtuelle. Il y en a plusieurs. Ça fait que je laisse aux soins des auditeurs de faire leur recherche. De chercher, mais c'est facile par à Internet, trouver. oui. Ouais. Donc, la réalité virtuelle, on se met un casque sur la tête et là, on va voir une scène qui va être complètement fantaisiste ou qui peut être très réaliste aussi. Et avec les mouvements de la tête, ben, l'image va changer d'angle. Donc, on se croirait vraiment versé dans un autre monde. Mais on va voir que maintenant, aujourd'hui, ça a des qualités thérapeutiques. Ouais. Sur un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site tccparis.com, on nous dit que l'expression réalité virtuelle est typiquement une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement généré par des logiciels, un environnement avec lequel il peut interagir. Le but de la réalité virtuelle est de permettre à une personne de vivre une expérience d'immersion, c'est-à-dire de mener une activité sensorimotrice et cognitive dans un monde créé numériquement. Dans quel domaine pouvons-nous trouver la réalité virtuelle? Dans le divertissement comme les jeux vidéo, comme je le disais tantôt, mais également dans le domaine militaire pour la formation au combat, les simulations de vol pour les futurs pilotes. Ça, on a vu ça souvent à la télévision, Ouais. des pilotes de ligne, entre autres, Ouais. qui ont même des cabines, Ben oui, il y a des simulations. Ouais. Il y a un nom pour ça, effectivement. des simulations de vol. Oui, c'est ça. Puis Mhm. ils vont embarquer. C'est très, très sophistiqué. Oui, oui, oui. Il y a dans le domaine médical aussi, comme dans le cadre d'intervention chirurgicale, en architecture pour la conceptualisation, en communication, comme pour la mise en place de vidéoconférences ou en pédagogie pour des vidéoconférences à but d'enseignement. Les autres applications possibles à la réalité virtuelle sont le nucléaire, comme pour le démantèlement d'installations en milieu contaminé, l'astrophysique, comme pour l'essai de produits à distance, les visites et présentations de musées, la reconstitution d'objets et de sites détruits ou endommagés, et maintenant dans le domaine des psychothérapies. La réalité virtuelle n'était pas au départ destinée à être utilisée à des fins thérapeutiques. Le casque, qu'on appelle HMD, permettant la vue d'une scène en 3D, a été créé en fait en 1968. C'est difficile à croire. Ben, c'est comme dans le fond la technologie des ordinateurs. Tu sais, Ouais. on a connu les ordinateurs dans les années 90, Ouais. 80, mais ça fait longtemps que ça existe. C'est juste que c'était pas répandu. Exactement. Ça commence toujours là, quelque par part. des utilités Il y a militaires. quelques chanceux qui utilisent ça, qui Ouais. vont l'expérimenter, mais c'est Ouais. jamais grand public. Ouais. Oui, et on nous dit ici que ce n'est que dans les années 80 que l'équipement a commencé à être utilisé par la NASA en tant qu'outil d'entraînement et par les militaires pour simuler respectivement la conduite de navettes, de tanks ou d'hélicoptères. Dès lors, et surtout à partir du début des années 90, le champ des applications possibles s'est progressivement élargi vers le médical. Les premières recherches ont eu lieu aux États-Unis et en Italie. Elles portaient sur des phobies spécifiques, comme par exemple la peur de l'avion, la peur des hauteurs, la peur de la conduite automobile, etc. Jusque-là, on confrontait les patients à un élément réel, par exemple une vraie araignée velue, un véritable avion posé sur le tarmac et autres. Mais voler un avion coûte cher et élever des araignées est compliqué. Les thérapies virtuelles permettent, elles, de reproduire virtuellement toutes ces situations. Il y a M. Stéphane Bouchard, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie. Et il nous dit « L'anxiété peut être réduite chez les patients qui en sont victimes en les exposant à des stimuli liés à leur phobie dans des environnements virtuels. » Des études menées depuis une dizaine d'années ont prouvé qu'associer une thérapie cognitive classique à l'usage d'un casque de réalité virtuelle donnait de meilleurs résultats et en moins de temps. Et le docteur Éric Malbos, qui pratique à l'hôpital de la Conception à Marseille, en France, nous dit « La majorité des études atteste d'une efficacité significative de la thérapie par exposition à la réalité virtuelle dans le traitement des différents troubles mentaux. » La thérapie virtuelle, maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau? On nous dit la découverte de bases neurales
de la stimulation grâce à des techniques d'imagerie cérébrale a démontré que l'être humain activait les mêmes zones du cerveau lorsqu'il exécute réellement une action et lorsqu'on la stimule mentalement. Cela signifierait donc que l'exposition en réalité virtuelle reviendrait pour le cerveau à une exposition réelle. Et donc, je serais tenté d'ajouter, c'est pour ça que ça marche. Par exemple, dans le cas des ptophobies. C'est quoi ça, la ptophobie? T'en as aucune idée, ben, je ne savais pas non plus, mais c'est la peur de tomber. Alors, on va s'arrêter ici. Yvan, parce que moi, j'ai la peur de dépasser. Oui, ben on ne veut pas dépasser, on va continuer plus tard. Donc, la thérapie par réalité virtuelle. À venir dans l'émission, notre collaborateur Jean-François Plouffe nous propose sa chronique « La garde en établissement », la fameuse loi P38, le point de vue de la personne. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La thérapie par réalité virtuelle ». Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. J'accueille maintenant notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, ton sujet, tu vas nous parler de la garde en établissement et la fameuse loi P38, mais un peu du côté de la personne concernée. C'est ça, parce que y a vraiment personne qui est complètement à l'abri qu'une chose comme ça lui arrive. Dès qu'on est en lien avec le milieu de la psychiatrie, à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut décider un peu contre notre volonté, puis sans qu'on le sache et sans qu'on le veuille, que oui, tout d'un coup, on présente un danger, là, puis il faut rester à l'hôpital, même si on ne veut pas rester à l'hôpital. Ouais. Et c'est quelque chose quand même qui existe depuis un certain temps. Là, si on faisait très rapidement, on en a parlé à quelques reprises, mais la loi P38, comment on peut la décrire? La loi P38, elle existe depuis 1998. Son nom au complet, c'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Et elle a succédé à une autre loi qui datait de 1972 qui s'appelait la loi sur la protection du malade mental. Donc déjà, là, la terminologie a évolué un petit peu. Donc, ça existe depuis presque 50 ans maintenant. Ouais. Et avant ça, il n'y avait pas de loi particulière. Donc, les médecins, les établissements pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient avec les personnes. C'était encore l'époque des asiles d'aliénés. Et actuellement, c'est ça, on sait que depuis que les gens ont plus quitté, en fait, les hôpitaux psychiatriques, il y en a encore qui sont hospitalisés à l'occasion, mais il y a beaucoup moins de monde qu'à l'époque. La société s'est comme dotée de lois qui ne sont pas toujours peut-être optimales, là. Qui sont pas toujours. Les lois en elles-mêmes ne sont pas toujours mauvaises. Le problème, c'est comment elles sont appliquées par les établissements. Mais donc, ce qu'il faut savoir, en fait, de la loi P38, c'est qu'elle permet à un établissement de santé de priver une personne de sa liberté, mais à une seule et unique condition et dans une seule et unique circonstance, c'est quand l'état mental de la personne est considéré comme présentant un danger pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une loi d'exception. Et c'est pour ça qu'elle est d'application assez complexe. Là, je n'entrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais il y a 3 types de garde, etc. Puis il faut aller en cours et retourner en cours à deux reprises ou à 3 reprises, même dans certains cas. Mais encore une fois, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que le seul critère qui permet de retenir une personne à l'hôpital, c'est celui de sa dangerosité. S'il n'y a pas de danger ou s'il n'y a plus de danger, la personne doit être libérée immédiatement. Ce qu'on voit souvent, c'est un danger pour elle-même. La personne est souvent considérée comme dangereuse pour elle-même, souvent parce qu'elle a des idées, ou parce qu'elle est perçue comme ayant des idées suicidaires qui pourraient se réaliser à court terme, etc. Nous, comme groupe de défense de droit, on est de ceux qui pensent que de priver une personne de sa liberté en l'enfermant dans un hôpital pendant un mois, c'est pas nécessairement la meilleure façon de lui faire
passer ces idéations suicidaires, mais c'est quand même ce qui se fait dans, je dirais dans un grand nombre de cas, là, les personnes ne sont pas vraiment perçues comme dangereuses pour d'autres, comme étant agressives, mais elles sont dangereuses pour elles-mêmes, et donc elles auraient des idées suicidaires, et c'est pour ça qu'on les garde. Et c'est un peu, dans le fond, c'est un peu un constat d'échec en termes de soins, si on veut, ou de présence de personnes réconfortantes pour les personnes. On se rend compte que, bon, on va un petit peu à ce qui est le plus rapide à faire, c'est-à-dire d'enlever, si on veut que la personne n'ait pas qu'elle ne soit pas dangereuse pour elle-même, mais à quelque part, c'est un peu un constat d'échec sur les soins de santé. En fait, c'est que dans les établissements de santé, on n'a pas le temps, puis on n'a pas beaucoup la compétence de donner de l'attention puis de l'écoute aux gens. Ce qu'on connaît bien, c'est les dysfonctionnements, les supposés dysfonctionnements du cerveau et les médicaments qui sont supposés y remédier. Donc, c'est ça qu'on veut faire très souvent dans une garde en établissement, c'est qu'on veut amener la personne à prendre une médication qui, aux yeux des médecins, va stabiliser son état. Dans la réalité, souvent, les gens vont devenir un peu, ils nous disent, sur le neutre, là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose qui va les intéresser, ils n'ont plus d'émotion, ils n'ont plus d'intérêt pour rien. C'est souvent ça l'effet que les médicaments font chez un certain nombre de personnes. Et effectivement, elles sont plus dangereuses, mais elles n'ont plus de vie non plus. Et ça devient très difficile à vivre aussi. Oui, puis elles doivent aussi considérer ça comme vraiment comme si on veut, une atteinte à leurs droits, jusqu'à certains points, parce que la personne se sent un petit peu prise, là, elle n'a pas trop de mots à dire. Là. Oui, ben c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est sous garde en établissement, on est effectivement privé de sa liberté, mais on conserve tous ses autres droits, notamment celui de consentir à la médication. C'est pas parce qu'on est gardé dans un établissement qu'on est obligé de prendre les médicaments qu'on nous offre. On peut les accepter, on peut les essayer, on peut les refuser, on peut discuter avec le personnel et avec les médecins des effets des médicaments, mais ce n'est pas une obligation de les prendre et les soignants doivent obtenir le consentement libre et éclairé des gens avant de leur administrer des médicaments. On disait donc en intro de chronique justement que c'était un peu le point de vue de la personne concernée. Donc, qu'est-ce qu'une personne qui a à conjuguer que la loi P38 doit faire? Ben, en fait, c'est pas qu'on veut prêcher pour notre paroisse, mais on pense que le premier geste à poser, c'est de contacter son groupe local de défense de droits en santé mentale, parce que c'est extrêmement compliqué pour une personne qui s'y connaît pas de savoir c'est quoi la mécanique derrière cette loi-là. Et donc, il y a personne à l'hôpital qui va l'expliquer. Donc, nous, des groupes de défense de droits, on est là pour ça. On la connaît bien, cette loi-là. On est capable de l'exprimer dans des termes qui sont compréhensibles pour les personnes. Et donc, la première chose à faire, donc pour savoir un petit peu dans quoi on est embarqué malgré soi, c'est peut-être de nous contacter. Et ça, il y en a un peu partout au Québec. Est-ce que Jean-François, il y en a beaucoup quand même des groupes de en défense? fait, il y en a dans toutes les régions administratives du Québec. Oui. Nous, on est le groupe de Montréal. Il y en a un à Laval, il y en a en Montérégie, il y en a dans la Naudière, il y en a partout dans toutes les régions du Québec, sauf malheureusement le Grand Nord québécois. Là, il n'y en a pas. Mais en dehors de ça, il y en a dans toutes les régions du Québec. Donc, il s'agit simplement de faire une petite recherche là, sur Internet, puis ça ne devrait pas être difficile à trouver. L'autre chose qui est très, très, très importante, c'est de se faire d'entrer en contact le plus tôt possible avec un avocat ou une avocate. Parce que la loi P38, elle implique des audiences en cours du Québec. Et si la personne n'est pas représentée par un avocat ou par une avocate, elle a toutes les chances le résultat va être l'accueil, l'acceptation de la requête de l'hôpital, puis la personne va rester à l'hôpital pendant un mois. Est-ce que vous pouvez suggérer des avocats qui sont plus, disons, ouverts à la question, ou comment ça fonctionne pour nous, dans notre territoire, on connaît un certain nombre d'avocats, et c'est certainement la même chose dans les autres régions. Oui, il y a des références qui peuvent être faites parce que ce ne sont pas tous les avocats qui sont aussi consciencieux et aussi dédiés, je dirais, à la défense de leurs clients. Il y a des avocats, même qui défendent les personnes, qui ont des préjugés puis qui se disent, dans le fond, là, si le médecin a décidé qu'elle devait rester à l'hôpital, il devait avoir ses raisons. Donc, nous, effectivement, on connaît des avocats qui sont vraiment dédiés à la personne. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent à tous les coups, loin de là, mais à tout le moins, il y a une vraie représentation là, qui est faite devant le juge.
Ouais. Et je dirais qu'aussi, ce qu'il faut faire, c'est, malgré tous les interdits dont on va faire l'objet pendant les premiers jours de la garde, toutes les frustrations, tous les traumatismes qu'on vit, il faut essayer le plus possible de garder son calme. Parce que toute manifestation d'impatience ou de frustration, quoi que ce soit, va être considérée comme une manifestation du danger, du fait que la personne présente un danger. Donc, il faut vraiment rester toujours d'humeur très égale, ne pas élever la voix, puis parler avec les gens, être un peu combatif dans ce qu'on demande, mais le demander de façon très, très calme et mesurée. Puis aussi, surtout, faire savoir au personnel qu'on est au courant, qu'on a la capacité à consentir et qu'on a le droit de consentir aux traitements qui nous sont proposés, de façon à ce qu'on n'escabote pas, comme on le voit souvent, l'étape de l'obtention du consentement avant de donner un soin. Et peut-être mentionner si effectivement, si on n'a pas d'idées suicidaires, finalement, si on n'est pas dans un état, peut-être que l'extérieur pense qu'on a des idées suicidaires, mais peut-être renforcer justement le fait qu'on n'en a pas, ça peut pas nuire. Des fois, on n'en a plus. On en a peut-être eu il y a quelque temps, mais là, on n'en a plus à ce moment-là, et il faut le dire effectivement, puis il faut le soutenir et dire « je n'ai pas d'idée suicidaire, je n'ai pas de pensée agressive », à moins qu'on en ait, évidemment. Si on en a, ben là, on n'est peut-être pas au meilleur endroit, comme je disais tout à l'heure, pour les faire passer, mais on ne peut pas non plus, on ne devrait pas non plus dissimuler la réalité, puis ces sensations réelles, là. Mais si on n'en a pas, et souvent le fait d'arriver à l'hôpital et d'être prise dans cette situation-là développe un peu notre instinct de survie. Donc, les idées suicidaires peuvent un petit peu se passer parce qu'on vit dans un état d'urgence puis de stress là, qui font en sorte que, oui, on veut vivre, puis on veut notre liberté, puis on veut s'en sortir. Exactement. Et aussi, il faut savoir donc qu'il va falloir aller dans une audience au palais de justice. De ces temps-ci, ça se fait beaucoup et ça va se faire de plus en plus en vidéoconférence à distance. C'est pas toujours l'idéal parce qu'on n'est pas en contact direct avec l'avocat, entre autres, qui représente la personne. Mais il faut toujours se rappeler que en cours, c'est à l'établissement de faire la preuve de la dangerosité de la personne et non l'inverse. La personne n'a pas à faire la preuve qu'elle ne présente pas de danger. Par défaut, n'importe qui est considéré comme n'étant pas dangereux jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est vraiment à l'établissement de présenter une preuve prépondérante qui va conclure à la dangerosité de la personne. Et il faut aussi éviter de partir dans des considérations autres que la dangerosité. Exemple, les choix de vie, des conditions de vie, les relations un peu difficiles peut-être qu'on peut avoir avec nos proches. Tout ça, c'est des problèmes réels qui ont besoin d'une certaine forme d'intervention, mais ce n'est pas en soi des manifestations d'un danger. Et donc, la personne aurait certainement besoin d'autre chose que d'une garde en établissement pour remédier à ces problèmes-là. Oui, il nous reste à peu près une minute, Jean-François. Donc, bien sûr, on mentionnera à la toute fin là, vos coordonnées parce que vous devenez un service essentiel dans ces cas-là. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter en quelques secondes? Ce qu'on peut rajouter, c'est que la très grande majorité des requêtes des établissements sont accueillies par la Cour. Nous, on a fait des recherches. On parle de 97% à peu près. Mais il faut savoir aussi que si l'hôpital a eu le droit de garder la personne l'autorisation de garder la personne pendant 30 jours, ça ne veut pas dire qu'elle doit le garder pendant 30 jours. Si le médecin peut très bien, on peut amener, de par son comportement, le médecin à considérer qu'il n'y a plus de danger et éventuellement écourter la garde. Mais c'est certain que l'objectif poursuivi par l'établissement, c'est que la personne prenne de la médication. Parfait. En terminant, Jean-François, donc on peut mentionner les coordonnées d'Action Autonomie pour en savoir plus? Oui, alors on peut nous rejoindre au téléphone au 514-525-5060 et il y a toujours notre site Internet qui est le actionautonomie en un mot.qc.ca. Bien, Jean-François Plouffe, merci beaucoup et à une prochaine chronique. Merci. Au revoir. Au revoir. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous sintonisez actuellement Folie douce.
Nous poursuivons à l'Espresso allongé avec la thérapie par réalité virtuelle, Pierre, que tu as amorcé plus tôt dans l'émission. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site tcc-paris.com. Ouais. Et oui, j'étais en train d'expliquer d'où vient la réalité virtuelle et à quoi ça servait dans les débuts. Mais maintenant, c'est très apprécié dans le domaine des thérapies. Ouais. Et que ce soit ici à Montréal ou ailleurs dans le monde, ça se répand très vite. Et ça permet, c'est sûr qu'il y a un coût pour ça, mais une fois qu'on a la technologie, ça évite beaucoup de problèmes. Là, ça permet justement de faire des thérapies quand même à des gens qui ont toutes sortes de phobies. Oui, assez facilement. Là, oui. Ouais. Par exemple, le thérapeute accompagne ses patients dans une marche immersive en 3D. Ainsi, non seulement les patients s'habituent à avoir une perception plus sécurisante de leur marche dans l'environnement virtuel, mais cette simulation mentale pourrait aussi avoir un impact sur la perception de leur marche dans le monde réel. Ouais. Là, je parlais tantôt là, de la peur de tomber. Il y a des gens qui ont cette phobie, apparemment, des gens de peur de tomber quand ils se déplacent en marchant, simplement. Et dans les thérapies, c'est ça, ils peuvent avoir de l'aide. C'est ça qui est très, très bien fait. Ouais. Oui, et cette façon de procéder permet de reprendre confiance à ces personnes-là en leur capacité à faire face avant de s'engager dans une confrontation avec l'objet de leur peur dans le monde réel. D'autres procédures innovantes sont utilisées, par exemple avec des exercices interactifs multimédia via un grand écran et une caméra détectant les mouvements des sujets. Ça te donne quasiment envie d'essayer. De l'expérimenter. Oui. La thérapie en réalité virtuelle est actuellement appliquée dans le traitement des phobies, mais aussi de l'anxiété, de la dépression, des troubles post-traumatiques, de la schizophrénie ou de l'addiction à l'alcool et à certaines drogues dures. Et aussi le traitement du jeu pathologique, aussi des troubles alimentaires, des troubles de l'image corporelle, ainsi qu'en neuropsychologie. Madame Alexandra Rivière-Lecard, qui est française, et dans son cabinet, elle est de psychologue, elle utilise ce qu'on appelle le TRV, par réalité virtuelle, pour traiter toutes les phobies suivantes. Et il y en a 15, et tiens-toi bien. Il y en a qu'on connaît, par exemple, comme la claustrophobie, qui est la peur des espaces confinés. Il y a l'amaxophobie, qui est la phobie de conduire. Il y a l'agoraphobie, qui est assez répandue, d'après ce que j'en sais. Donc, c'est la peur des espaces ouverts ou des endroits où on ne peut pas sortir facilement. Là, il y a l'aviophobie, la peur des avions, l'acrophobie, la peur du vide et des hauteurs, l'hémétophobie, la peur de vomir. Et je vais m'en tenir, je ne vais pas passer toutes les 15, là, mais c'est pour dire maintenant toutes les phobies qu'on peut traiter par ce moyen. Des séances de relaxation dans la nature sont également disponibles en réalité virtuelle. On peut y voir la plage, la forêt, le jardin, la campagne, les paysages sous la neige, les sommets de montagne, le vol dans l'espace, imagine-toi, les fonds sous-marins, les vols en montgolfière et plus encore. Ça me donne vraiment envie d'essayer. Ben oui, parce que tu pourrais aller là pour te relaxer. Mais il y en a aussi qui se vendent maintenant pour le public. Là. Tu peux acheter un casque. J'imagine qu'on peut retrouver, à part des jeux, on peut retrouver ce genre d'environnement. Exactement. À mon avis, oui, et j'en parlais un peu plus tard. C'est juste que c'est pas donné, c'est quand même assez dispendieux. Oui, c'est assez cher encore. Ouais. Mais comme dans toutes les formes de divertissement, le prix va en baissant un peu avec le temps. Avec le temps, oui. Le patient phobique, donc, lors d'une séance, peut conduire en voiture, prendre un ascenseur, parler devant un public, prendre le métro, etc. J'en connaissais une dame qui avait peur, qui avait une folie folle de métro. Moi aussi, je connaissais quelqu'un. Ouais. L'ensemble de son champ de vision est plongé dans un monde virtuel qui n'a plus aucun lien avec le réel. Il devient acteur d'un autre monde qui change directement en fonction des mouvements de la tête et du corps. Le patient se sent rassuré par le fait qu'il ne risque rien durant la séance, puisqu'il ne s'expose qu'à des dangers virtuels et de plus, le psychologue est à ses côtés. Monsieur Stéphane Bouchard, dont je vous ai parlé tantôt, nous dit l'immersion progressive
permise par la réalité virtuelle est moins violente que si on expose le patient à une vraie araignée ou à un vrai avion, comme je le disais tantôt. Cette thérapie en réalité virtuelle n'est donc pas immédiate. Elle s'effectue après quelques séances où le patient explique son trouble et les conséquences dans sa vie quotidienne, son degré d'anxiété et ses pensées. Les séances en réalité virtuelle sont donc préparées en amont. Les techniques de relaxation et de respiration sont en plus utiles pour apprendre à gérer sa réaction face à ses peurs. Pour un phobique de l'avion, les possibilités d'exposition sont multiples. D'abord, se familiariser avec un aéroport, puis entrer dans un avion, effectuer un décollage, faire face à des turbulences, se confronter à un atterrissage et tout ceci de façon virtuelle. Si la personne a besoin de rentrer et sortir de l'avion virtuel au décollage ou pendant le vol, c'est possible. Sauf dans la réalité, ça ne l'est pas. Puis ça coûterait cher de prendre toujours un vol pour tester, c'est oui. ça? Alors que, ouais. J'aimerais vous parler aussi, en terminant, de ce qui s'appelle la thérapie Avatar. Et ça se passe ici à Montréal. La thérapie Avatar utilise la réalité virtuelle en 3D pour traiter la schizophrénie chez les individus qui ne répondent pas au traitement pharmacologique. Et les personnes qui nous écoutent présentement, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, si vous voulez même participer au projet Avatar, si vous désirez référer quelqu'un, vous pouvez le faire en composant dans la région 514 au 251-4000, poste 3925. Alors, je dois m'arrêter là-dessus. C'est un sujet sur lequel on peut revenir, je pense. Merci beaucoup. Donc, la thérapie par réalité virtuelle. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques secondes pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Merci beaucoup, Pierre Laporte, pour tes blocs espresso et ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Aux espresso, tu nous as parlé de thérapie par réalité virtuelle. Notre invité en début d'émission, Manon Francard, nous a livré un témoignage. En fait, elle est un parent qui vit avec une enfant ayant des problèmes de santé mentale. C'est un témoignage important parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre ce genre de situation. Alors, merci beaucoup, Mme Francard, d'avoir été des nôtres à Folie douce. Notre collaborateur, Jean-François Plouffe, nous a parlé de garde en établissement, la loi P38. Il nous a amené le point de vue un peu plus de la personne, finalement, qui a à gérer cette situation-là. Donc, c'était le menu Folie douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.